9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Quelques instants plus tôt, il assassinait Samuel Paty à la sortie des classes. Le professeur d'histoire de 47 ans quittait le collège du Bois d'Aulne pour rentrer chez lui à pied lorsqu'il a été attaqué dans ce lotissement. La douleur d'une famille, la douleur de toute une communauté. Arras a donc rendu un dernier hommage à Dominique Bernard, assassiné devant son collège-lycée par un ancien élève radicalisé. Voilà, donc il y aura des minutes de silence aujourd'hui, probablement parce qu'il y a des endroits où il n'y aura pas forcément des minutes de silence. Ce seront des instants de dialogue dans les classes pour revenir sur Dominique Bernard, Samuel Paty assassiné. Nous en parlons. La laïcité, justement, est-ce qu'elle est menacée? Je n'aime pas d'ailleurs finalement cette formulation parce que je trouve que ça va bien au-delà de ça. Nous en parlons ce matin avec Ève Wagerland, enseignante. Bonjour. Bonjour. Auteur de ce livre « Un prof ne devrait pas dire ça » aux éditions de l'Artilleur l'année dernière, me semble-t-il. Et puis Amine El-Khatmi, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes essayiste, cofondateur du Printemps républicain, et vous vous occupez beaucoup de laïcité, absolument, effectivement, hein, depuis un bon bout de temps, et encore plus depuis quelques mois. Quand on parle justement de cette laïcité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par laïcité? J'aimerais d'ailleurs aussi vous entendre, vous, au 0826 300 300. Comment vous la percevez? Qu'est-ce que la laïcité? Et notamment à l'école, avec vous, donc, Ève. Alors, c'est une très vaste question. Je suis assez d'accord avec vous pour dire que cette formule de laïcité en danger, atteinte à la laïcité, commence aussi à me fatiguer. Je la trouve assez hypocrite. Parce qu'en réalité, de quoi on parle quand on dit atteinte à la laïcité, etc. En réalité, on parle d'islamisation de l'école. Très clairement, il y en a toujours qui font semblant de croire que le problème ce sont les petites filles qui portent des petites croix, hein. Très régulièrement j'ai des collègues qui font des signalements pour cela, alors qu'en plus ça n'est pas interdit par la loi puisque ça n'est pas considéré comme un signe ostentatoire. Et donc, ça pourrait l'être. On petite, alors c'est une question de taille ensuite, voilà. Mais dans tous les cas, on sait très bien que s'il n'y avait que des petites filles avec des petites croix, on n'aurait pas eu Samuel Paty et Dominique Bernard. Ce n'est pas de ça que les profs ont peur. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir certains excès qu'il va falloir effectivement contrôler, mais en réalité, on est face, comme je le disais, à un problème d'islamisation de l'école dans certains établissements. Et plus largement, on ne peut pas faire l'économie de s'interroger sur notre politique migratoire. Je veux dire, à la fin, l'école ne va pas pouvoir juguler à elle seule un problème qui est un problème de société, qui est un problème pour la France entière. L'école, avec sa laïcité en péril, ne va pas pouvoir faire barrage indéfiniment si on continue avec une immigration de masse incontrôlée. Ah ben là, c'est un discours politique que vous tenez. En même temps, il y a un moment, si on veut faire quelque chose, il faut accepter de faire le lien entre ce problème de laïcité à l'école et notre problème migratoire, le fait qu'on ne limite absolument pas l'immigration, parce qu'on sait très bien que si on n'avait pas cette immigration de masse, on n'aurait pas des établissements ghettoisés, dans des quartiers ghettoisés, mais on n'aurait pas des établissements très largement en fait fréquentés par des élèves d'origine arabo-musulmane. Oui, mais si ces élèves respectent entre guillemets une forme de neutralité à l'école, ça ne poserait pas de problème. Le problème, c'est qu'une fois que des musulmans sont en majorité dans des établissements et dans certains quartiers, je suis navrée de le dire, mais la laïcité n'existe plus. Alors, ça demanderait certainement aussi de longs développements d'expliquer pourquoi. Parce que déjà, ils viennent de sociétés où la laïcité, depuis la réislamisation des pays arabes, ils n'ont plus la laïcité chez eux. Ils vivent dans des pays où l'islam fait loi assez largement. Et par ailleurs, alors ça demanderait aussi une plus vaste discussion, mais l'islam est beaucoup moins compatible avec la laïcité, notamment telle que nous la définissons, que le christianisme. Je pourrais y revenir. On va y revenir. On est ensemble jusqu'à 10h et les auditeurs peuvent réagir. Amine El-Khatmi, vous venez d'entendre Ève Wagerland. Est-ce que vous êtes d'accord avec son constat? Parce que c'est un constat et ensuite elle porte des accusations. Je partage une partie du propos sur effectivement une forme d'hypocrisie dans les mots, dans la manière dont on présente les choses. Donc on dit atteinte à la laïcité. La réalité, c'est qu'effectivement, dans une
je vais pas dire dans la totalité des cas, mais dans une écrasante majorité des cas, ce sont des atteintes venant d'enfants musulmans ou venant de familles arabo-musulmanes. Ça a d'ailleurs commencé. Ce ne sont pas tous les musulmans, mais ceux qui sont radicalisés, enfin beaucoup plus radicalisés. Mais je ne sais pas d'ailleurs si c'est le terme. Je ne sais pas, par exemple, si la jeune fille de Tourcoing qui a mis son voile en fait, dans la cour. Je suis même pas certain qu'elle soit radicalisée. Ouais. Elle a voulu remettre son voile, et ce qui est plus choquant dans cette affaire, ce n'est pas tant une forme de provocation d'une gamine qui veut tester jusqu'où elle peut aller, que la dizaine d'enseignants, de collègues de cette enseignante qui a été frappée, qui au lieu de se tenir aux côtés de leurs collègues, se tiennent du côté de la jeune fille. Oui. En disant à l'enseignante, tu as exagéré un tout petit peu, etc. Oui, tu es allé trop loin. Mais vous savez, Samuel Paty a peut-être aussi un peu exagéré en montrant les dessins de Charlie Hebdo. C'est d'ailleurs ce que lui ont écrit certains de ses collègues. On se souvient de cette enquête approfondie du Monde où des mails ont été révélés dans lesquels, avant son assassinat, il avait des échanges avec une partie de l'administration et une partie de ses collègues, et dans certaines réponses, certains de ses collègues lui disaient « tu n'aurais peut-être pas dû montrer ces dessins-là, et peut-être que Charlie Hebdo n'aurait pas dû faire les unes qu'il a faites, et peut-être que Dominique Bernard n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. » Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur travail. Leur travail. Samuel Paty, il a fait son travail. Dominique Bernard, il a fait son travail. Et donc on ne va pas commencer à demander à des enseignants de se taire ou de ne pas faire de vagues selon la formule consacrée, parce qu'ils risquent de se faire égorger à chaque coin de rue. On va poursuivre la discussion évidemment avec vous, Ève Garland, Amine El Khatmi, et vous au 0826 300 300. On va voir aussi dans un instant avec Joseph Ruiz qu'il y avait eu des mesures qui avaient été prises, décidées en tout cas. Est-ce qu'elles sont en place et de quoi s'agit-il dans les établissements scolaires? Il est 9h30, Radio Libre, La Vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h. Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face. Des minutes de silence doivent être organisées dans les établissements scolaires aujourd'hui en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard qui ont été tués dans l'exercice de leur métier. Dans l'exercice de leur métier, c'est ce que l'on dit souvent pour d'autres métiers, bien sûr, qui font autorité. C'est exactement la même chose. Alors, nous en parlons avec vous, Ève Garland, donc enseignante, auteure de Un prof ne devrait pas dire ça, et Amine El Khatmi, essayiste également, et en charge de laïcité. Joseph Ruiz, vous êtes avec nous, et les auditeurs aussi au 0826 300 300. Vous voulez réagir d'ailleurs là-dessus. Est-ce que vous estimez en fait qu'on ne fait pas respecter la laïcité, ou que le terme laïcité est galvaudé? Ce que vous constatez peut-être autour de vous, vous n'hésitez pas. Joseph, il y avait eu des mesures de prise ou de décider après l'attentat contre Dominique Bernard, je dis bien l'attentat. Est-ce qu'elles sont en place en ce moment dans les écoles? Alors, il y avait deux mesures concrètes qui avaient été avancées pour que ne plus jamais un instituteur ne soit visé: une force mobile scolaire et un bouton d'alerte. Alors, la première, la création d'une force mobile scolaire constituée d'une vingtaine de personnes qui sont déployées en cas d'incident. Rien à l'horizon pour le moment. Quand un prof, d'ailleurs une professeure, a été agressée à Tourcoing la semaine dernière, on en parlait tout à l'heure. Pas de force mobile scolaire, mais une équipe mobile de sécurité qui a été déployée dans 500 établissements pour rassurer, mais ce n'est pas la même chose. La deuxième, c'est qu'un système d'alerte soit directement relié vers les commissariats et la gendarmerie. Ce n'est pas en place partout, mais plusieurs régions commencent à s'y mettre eux-mêmes. En Bretagne, par exemple, et en Île-de-France, il y a une phase de test. Les régions, en gros, mettent eux-mêmes la main à la poche. Oui, on disait aussi qu'il y avait environ 500 établissements scolaires qui devraient être placés sous haute surveillance, si je puis dire. En tout cas, une attention particulière. Qu'en est-il? Alors, pas totalement les 500. Il y en a quand même 400 qui ont bénéficié de la mise en place de caméras, de portiques anti-intrusion, d'alarmes, mais aussi de personnel qui ont été formés. Petit à petit, Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, dit espérer que les 100 derniers établissements jugés à risque soient sécurisés
dans l'année scolaire. Déception en revanche pour les collectivités à propos du financement. Gabriel Attal, quand il était Premier ministre, avait promis de couvrir 50%, la moitié des dépenses pour toutes ces nouvelles infrastructures. Ce n'est pas le cas pour le moment. On le rappelle que la situation politique n'a pas permis de travailler normalement. Depuis un an, 4 ministres se sont succédés à l'éducation nationale. Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, Nicole Belloubet et en ce moment donc Anne Genetet. Mais personne entre le 16 juillet et le 21 septembre, en gros sur la préparation de la rentrée. Oui, Amine El Khatmi, Ève Vaguerland, merci Joseph Ruiz. Il y a ces mesures, mais il n'y a pas que des mesures et des moyens. Il y a aussi, je pense, un état d'esprit et une volonté aussi de faire des choses dans les établissements. Ève Vaguerland, vous avez été très dur tout à l'heure dans vos propos, mais alors c'est vrai que vous avez été enseignante aussi dans des quartiers extrêmement sensibles pendant des années. Et c'est ce que vous avez vu, ça, ce non-respect et certains gamins qui, les valeurs de la République et de la laïcité, ils s'en foutent, quoi. Bien sûr, et dans ces établissements, ce qu'on constate, c'est que le problème dépasse largement cette question des moyens, parce que par exemple, on se focalise beaucoup sur le vêtement, notamment sur le voile, avec la solution possible de l'uniforme. Moi, personnellement, je suis pour, ne serait-ce que pour créer une sorte de climat scolaire. Donner que l'élève ait l'air d'un élève et pas d'un jeune en panoplie Nike des pieds à la tête, en jogging noir partout. Mais on ne pourra pas simplement avec des moyens trouver la solution, parce que dans ces établissements, il y a une sorte d'atmosphère islamique qui dépasse. Ne serait-ce que dans le langage, par exemple, dans le langage des élèves. Quand vous avez des centaines d'élèves qui ne font pas une phrase sans dire Wallah, sans jurer sur le Coran de la Mecque. Ça, vous l'avez vu et entendu. Mais bien sûr, et je pense que les gens le savent. Quand ils croisent ce type de jeunes dans la rue, ils savent, et ça se traduit partout. Cette pression religieuse, c'est sur la nourriture, pendant le ramadan. Il y a des enfants qui contrôlent qui va faire Noël parmi leurs camarades de classe. Donc il y a un contrôle insidieux qui dépasse cette question du vêtement. Et qui est une question que faire, Amine El Khatmi, quand on entend ce constat face à ça? Vous travaillez aussi justement sur toutes ces questions de laïcité. Mais moi, j'ai pas de solution miracle. Non. Mais déjà, si au plus haut sommet de l'État on montrait l'exemple, s'il y avait une cohérence, ce qu'a dit Joseph tout à l'heure et ce qu'il a rappelé est quand même sidérant. Emmanuel Macron a nommé 6 ministres de l'Éducation nationale. Il n'y en a pas un qui avait la même ligne que l'autre. C'est que d'abord, il y a eu Jean-Michel Blanquer, qui était sur une ligne républicaine, universaliste, laïque, etc., etc. Un beau matin, on comprend pas ce qui se passe, boum, il est remplacé par monsieur, j'ai oublié son nom, Papa Ndiaye, qui est lui quelqu'un qui est plutôt sur le modèle anglo-saxon, multiculturaliste, je vais pas dire wokiste parce que maintenant c'est un mot qu'on met à toutes les sauces, mais en gros qui est plutôt sur un modèle libéral. Et puis badaboum, du jour au lendemain, on comprend pas ce qui se passe. On a monsieur Attal qui reste pas 3 mois puisqu'il est exfiltré, il est nommé à Matignon. Arrive madame Belloubet qui dit l'inverse de monsieur Attal. Je veux dire, à un moment, je peux comprendre. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on a aussi besoin d'un cap clair, d'une ligne claire, d'instructions claires. Et donc, quand vous avez des enseignants sur le terrain, mais les enseignants, et au sens général, les proviseurs, les principaux, les inspecteurs d'académie, les recteurs, etc., qui ont un patron qui change tous les 3, 4, 5, 6 mois et qui leur dit exactement le contraire de ce que disait celui d'avant, qui lui-même a dit le contraire de celui d'avant, ça confine au n'importe quoi. Et pour rebondir aussi sur ce qui s'est passé l'autre jour donc à Tourcoing avec cette jeune fille en fait qui portait le voile, est-ce que vous, Ève Vaguerland, puisque vous êtes professeur, alors maintenant vous êtes dans un établissement un petit peu plus calme, mais là où vous étiez en fait auparavant, est-ce que il y avait des tentatives justement de prosélytisme à travers en fait le port du voile et finalement certaines qui se baladaient avec ce voile en fait dans l'établissement précédent? Oui, j'ai vu une jeune fille entrer à la faveur de la détente un peu en fin d'année. Elle est rentrée, elle a été pratiquement jusqu'à la salle de classe avec son voile. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Il y a comme ça des petites tentatives au niveau de l'entrée ou de la sortie. On voit que c'est là que ça se joue. Des filles qui le remettent un peu plus tôt, des filles qui le gardent un peu plus longtemps. C'est de la provocation. Est-ce que c'est vraiment de la provocation ou c'est leur foi ?
Je pense que ces jeunes sont largement quand même manipulés par des idéologues qui jouent beaucoup sur le discours victimaire, qui utilisent notre propre tendance à nous repentir aussi. Manipulation. Est-ce qu'il y a dans le livre, vous avez cité Amine El Khatmi, Jean-Michel Blanquer, que je recevais il y a une dizaine de jours. Dans ce livre où Jean-Michel Blanquer explique qu'à un moment donné, lui, il voulait appliquer ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans son discours des Mureaux, c'est-à-dire une fermeté. Puis après, on lui a reproché, on lui a dit non. Et lors d'une réunion de débrief avec un certain Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, Castaner a dit évidemment, c'est un peu tabou tout ça, mais par exemple, chez moi, du côté de Fort-Calquier, dans la région, je sais que derrière, on vient payer, donner en fait de l'argent, donc probablement les frères musulmans ou d'autres organisations, à des jeunes filles, à des familles, pour qu'elles porte le voile. Est-ce que ça, vous en avez eu connaissance? Et qu'est-ce qu'il a fait, Christophe Castaner, quand il était ministre de... Non, mais justement, c'est tabou, il a quasiment rien fait. Il a juste été ministre de l'Intérieur. C'est 3 fois rien. C'est-à-dire que juste le poste, sans en arrêtant d'être ironique, où précisément, il aurait pu faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il en a fait? Emmanuel Macron, c'est pareil. Quel Emmanuel Macron croire? Il a effectivement fait le discours des Mureaux, qui a été salué à peu près unanimement. Il a fait une loi sur le séparatisme qui n'était pas parfaite, qui n'était pas complète, mais qui offrait quand même des outils nouveaux. Et en même temps, il a aussi défendu un modèle anglo-saxon, en expliquant qu'il fallait arrêter d'embêter les gens et que que les filles pouvaient s'habiller comme elles voulaient, etc. Donc là aussi, quand au plus haut niveau de l'État, vous avez un homme qui est aussi fluctuant sur ses convictions, ou plutôt d'ailleurs sur son absence de conviction précisément sur le sujet, on n'a pas de cap clair. Oui, c'est ça. Il manque, et vous l'avez ressenti dans les salles de classe, Eve Garland, un manque de cadre et de cap, et du coup des enseignants qui ne savent pas sur quel pied danser, si je puis dire. Aussi, oui, bien sûr. Alors, le problème, il se décline de différentes manières. Il y a ce manque de fermeté au niveau de l'État, avec un président qui est un communicant, qui donne des coups de barre à gauche et à droite en fonction de l'opinion. Ça, on l'a bien remarqué. Ce qui fait que la panoplie de mesures qui est prise à chaque fois est très insuffisante et plutôt symbolique. Gabriel Attal avait parlé, par exemple, après le recensement des élèves radicalisés, de les sortir de l'école pour les mettre dans des établissements spécialisés. Ça, par exemple, on en a plus entendu parler, rien n'a été fait. Et plus globalement, le problème du système scolaire, c'est que il y a une absence de sanctions réelles, et notamment, il faut savoir que quand un élève est exclu, il n'est jamais exclu réellement et définitivement, il est replacé dans un autre établissement. Autrement dit, un élève repéré comme radicalisé, qui ne respecte pas la laïcité dans son établissement, qui peut poser éventuellement des problèmes de violence, etc., on ne va pas le sortir. Il est au milieu de nos enfants, dans les classes ordinaires. Il ne faut pas forcément le sortir. Il faut le contrôler en le mettant en fait ailleurs, peut-être. C'est parce que si vous ça revient à le sortir. Ça revient à le sortir. Non, mais je veux dire de cet établissement, mais pour que ailleurs, là où il soit un peu plus contrôlé. Dans un premier temps, une première exclusion peut être une leçon donnée à l'élève, mais là, je vous parle d'élèves qui sont exclus 3, 4 fois et qui reviennent, qui vont simplement nuire ailleurs. Il y a un moment, ils ne relèvent plus du système scolaire. C'est tout. Ils sont un danger pour les autres et pour les enseignants. Allez, nous continuons d'en parler. La vérité en face, il y a des appels au 0826 300 300. Amine El Khatmi et Eve Garland sont là pour vous répondre, enseignantes et essayistes. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Nous ne les oublierons pas. Une minute de silence pour Samuel Paty et Dominique Bernard. Dans certaines écoles, aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, il y a des endroits où il y aura, plutôt que cette minute de silence, qui pourrait d'ailleurs être perturbée, des discussions, des échanges en classe. C'est peut-être aussi bien, Eve Garland, Amine El Khatmi, d'avoir des échanges? Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin qu'on leur rappelle cette actualité. Pour ceux qui sont les plus jeunes, ils ne la connaissent pas, ils ne sont pas conscients. Il y en a d'autres qui ont besoin qu'on leur réexplique parce qu'il y a une forme d'indifférence. Moi, j'ai fait la minute de silence l'année dernière après l'assassinat de Dominique Bernard. J'ai des élèves qui ont ri dans ma classe. Ils étaient assez âgés. Donc il y en a qui n'ont pas conscience, qui ne prennent pas la mesure, voire qui sont dans la provocation. Donc ils ont besoin d'explications, tout à fait. Ensuite, il faut voir comment elles sont faites de la part des enseignants. On peut être de plus en plus méfiant. Je pense que la minute de silence, elle est très importante. C'est un moment de dignité dont on a tous besoin et on a besoin qu'elle soit respectée. Amine El Khatmi.
Oui, et je partage ce qui vient d'être dit. Il faut aussi savoir que en janvier 2005, on aura les 10 ans de Charlie, les 10 ans des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, avec notamment dans des lycées des gamins qui avaient à l'époque entre 5 et 8 ans, et qui ont entre 15 et 18, et qui ne sont donc pas forcément entrés dans cette histoire. Et donc il va falloir aussi mener dans les classes un travail pédagogique d'explication de ce qu'est la liberté d'expression, ses limites, la satire, la caricature, le dessin de presse. Qu'est-ce que l'esprit Charlie? Il faut. Moi, je fais pas partie de. Vous savez, vous avez toujours quelqu'un qui arrive à la radio ou à la télé qui dit c'est fichu, c'est foutu, ce pays est fini, il n'y a plus rien à sauver. Moi, je pense encore que on peut, par un travail d'explication, de pédagogie, peut-être réussir à sauver cette génération. Mais j'avoue qu'on part de loin. C'est vrai, c'est extrêmement difficile de remonter la pente, si je puis dire, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Marie et Abdelhak sont avec nous au 0826 300 300 et veulent réagir à ce que vous avez dit, et puis donner aussi leur opinion, Radio Libre, évidemment, sur Sud Radio, dans La Vérité en face. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'appelle des Pyrénées-Orientales. Et je voulais surtout souligner quelque chose, à savoir, dans notre municipalité, à Perpignan, tous les ans, il y a une crèche, ainsi qu'à Béziers, comme vous le savez. Eh bien, invariablement, tous les ans, il y a les droits de l'hommiste, c'est d'eux que je voulais parler, qui font des procès avec d'autres associations bienveillantes pour qu'on enlève ces crèches. Cependant, lorsqu'il y a des professeurs qui sont assassinés, des professeurs qui reçoivent des gifles, parce que les jeunes filles ont le voile, où sont-ils ces droits de l'hommiste? Je voulais savoir. Ils se manifestent jamais associés. Mais par contre, pour enlever les crèches, c'est des premiers. Voilà, au nom de la laïcité. Alors, je voulais. C'est dommage qu'il n'y en ait pas un parmi vous, parce que j'aurais voulu qu'il me donne sa réponse. Non, je pense que évidemment, vous tenez le même raisonnement que Marie. Eva Garand. C'est ce que je disais sur les titres. Moi, je suis d'accord pour qu'on respecte les droits de l'homme, si c'est ça le sujet. Mais vous avez, pardon, je vous ai coupé la parole. Mais allez-y, tous les deux. Vous avez parfois une surmobilisation sur des sujets qui sont dérisoires ou qui relèvent de notre identité, de notre histoire, de notre patrimoine. Je vois parfois des associations faire des communiqués de 3 pages sur ah oui, mais il y a une pauvre statue dans un pauvre village où il y a quasiment plus personne. Il faut enlever la statue, etc. Alors que la statue ne pose de problème à personne et qu'on a des professeurs qui sont égorgés par des islamistes. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté chez certains moi je défends la laïcité, j'ai aucun problème, mais de s'occuper du dérisoire et de ce qui ne menace rien et de ne pas regarder. Vous savez, c'est comme Jean-Luc Mélenchon. Dès que vous l'interrogez sur la laïcité, il dit le Concordat en Alsace-Moselle, c'est un scandale, etc. Et dès que vous l'interrogez sur l'islamisme, il a 2 doigts de vous expliquer que ça n'existe pas et que c'est un truc de facho. Bon, voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui il y a quelques années disait qu'il était hors de question, évidemment, d'avoir le voile à l'école et même en fait dans des espaces en fait publics. Abdelhak qui est avec nous au 0826 300 300 aujourd'hui, et Marie qui était avec nous peut toujours aussi réagir. Abdelhak, bonjour. Bonjour, merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre, c'est pas que des mots. Voilà. Moi, je vous dis clairement, je souffre profondément avec tout ce que j'entends. Ça me rend dingue et je me suis ressassé, j'en parle avec des amis, on a essayé de réfléchir au problème et tout. Et on en revient toujours à la même chose, c'est un problème d'inculture. En fait, on met en avant des gens qui ne connaissent absolument rien à la religion, qui rejettent totalement la diversité et qui donnent une sale image des gens de la diversité comme moi. Je vous dis l'exemple tout simple de la religion, si vous voulez. Les jeunes branleurs là, qui ont été 3 fois à la mosquée ou 10 fois et qui viennent vous raconter que la laïcité c'est pas bon et tout, ceux-là ils n'ont rien compris parce que s'ils avaient un peu de culture, ils sauraient que musulman, le Coran c'est une jeune religion, l'islam, qui a été créée à partir de la Bible. C'est-à-dire que ces imbéciles qui sont en train de raconter à Perpignan ou ailleurs
qu'il faut ne pas mettre de crèche, c'est des imbéciles, puisque la base de l'islam, elle repose de toute façon sur la Bible. Donc la crèche, elle y a sa place, et de toute façon, c'est un pays à majorité catholique, même si les musulmans sont nombreux, on respecte les règles et la laïcité. Il y a quand même une tradition à la laïcité. La laïcité, c'est une notion de liberté. Oui, c'est vrai. C'est une liberté totale. Oui, Abdelhak, mais alors, comment faire? On est d'accord sur ce constat, mais comment faire à partir du moment où ce ne sont pas quelques cas isolés, mais comme le disait Ève Waguerland, qui est enseignant. Je crois que vous êtes enseignant aussi, Abdelhak. Hein, pas du tout. Non, du tout. Ah non, excusez-moi. Je suis le directeur de centre de vacances excusez-moi. Je suis un entrepreneur. Bon, non mais j'ai confondu avec d'autres auditeurs qui appellent et je croyais que vous étiez enseignant. Mais Abdelhak, juste par rapport à ça, comment faire parce que évidemment, vous avez raison, c'est une forme d'inculture et tout. Mais alors, il faudrait renforcer des cours dans les écoles. Monsieur, vous savez, j'ai 53 ans. Il y a 43 ans que je le dis, depuis que j'ai appris à maîtriser le français. Parce que vous faites aussi, même la presse, Sud Radio y compris, vous faites souvent l'erreur de faire représenter les musulmans par l'imam de Drancy qui n'arrive pas à longer 3 mois à la suite en français. Voilà, si vous voulez, pour nous, c'est une honte quand vous passez ça à la radio, parce qu'il n'y en a aucun qui se retrouve en lui. Mettez-nous au moins quelqu'un qui parle couramment le français, on est nombreux. Nous sommes nombreux. Et la solution, bien sûr, il n'y en a qu'une seule, c'est la prévention. Alors évidemment, ça fait planeur, mais non, mais la prévention, c'est ça, si vous voulez. Quand vous avez commencé, l'image que j'ai tout de suite, quand vous commencez à enlever la police de proximité à Toulouse, qui joue au football avec les jeunes des cités pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre celui qui représente la prévention de la police, et vous avez un ministre de l'Intérieur qui arrive, que je nommerai Sarkozy, et qui vous dit que ça c'est de la merde, et bien c'est à partir de là que vous fracturez totalement les gens avec la société, parce que tout le monde a besoin d'ordre. Au Maroc, tout se passe bien, mon pays d'origine, de mes parents, je suis français, fier de l'être, mais tout est dans l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est un pays modéré, où une église peut naître là-bas sans problème, parce que mes tantes ne sont pas obligées de porter un voile, parce que voilà, c'est un pays libre. La laïcité, c'est ça, c'est la liberté. Merci Abdelhak, Ève Waguerland et Amine El Khatmi. On arrive donc à la conclusion de cette émission. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Abdelhak? Non, pas trop, parce que ce monsieur parle comme si les musulmans modérés et intégrés étaient la majorité des musulmans que nous avons en France. Il y aura un très long chemin pour construire un islam de France avec effectivement les millions de musulmans qui sont là. Un musulman modéré, c'est quelqu'un qui a quand même pris de fortes distances avec beaucoup de préceptes du Coran. Je rappelle que dans le Coran, il y a la polygamie, des choses qui sont contraires aux lois de la République. Donc, il y a une modernisation. Donc, il y a un gros travail à faire. Amine El Khatmi, oui, non, mais il y a dans le Coran, il y a la lettre et il y a la pratique. Et évidemment, vous ne pouvez pas, en 2024, suivre des préceptes qui ont été écrits il y a un peu plus de 1600 ans maintenant. Donc, effectivement. Mais juste en 10 secondes, Hassan Chalgoumi est un homme de paix. Moi, je ne supporte pas qu'on se moque de lui au prétexte que, honnêtement... C'est vrai qu'il est aussi beaucoup utilisé dans les médias. Oui, non, mais d'accord, mais si tous les imams avaient le même message, alors oui, il parle pas comme un académicien, mais quand il dit qu'il faut que les musulmans et les juifs se parlent et s'aiment et se respectent, je préfère entendre ça que le discours de monsieur Iquissen, par exemple, qui lui parlait mieux français, mais qui racontait des horreurs. Merci, La Vérité en face se termine. On se retrouve demain dans un instant. Valérie Expert. Merci Amine El Khatmi, Ève Waguerland, auteur de Un prof ne devrait pas dire ça, et aux auditeurs et auditrices, évidemment, vous étiez nombreux.